Dans cette vidéo, je vais vous parler des courants marins. Il y a deux types de circulation au niveau des courants marins, la circulation de surface et ce qu'on va appeler la circulation thermohaline. On va d'abord parler donc de la circulation océanique de surface. Donc ici, vous avez la carte avec les courants marins de surface. Ces courants marins de surface vont être conditionnés par deux choses. Ils vont être conditionnés par les vents dominants, donc forcément ils sont influencés par la circulation générale de l'atmosphère que nous avons déjà vue ensemble et également par la force de Coriolis que nous avons également vue ensemble et qui est la force liée à la rotation de la Terre. Cette circulation de surface va être intégrée dans une autre circulation qui va combiner les courants marins de surface dont nous venons de parler et d'autres qui sont des courants marins de profondeur. Cette circulation, on l'appelle la circulation thermohaline. Thermo, ça veut dire la température. Haline, ça fait référence à la salinité, car la température et la salinité vont être le moteur de cette circulation des courants marins de surface et de profondeur qui se fait à l'échelle de la planète. Alors ici, rappelez-vous, cette carte-ci, nous avions déjà eu l'occasion de la voir dans le chapitre sur le bilan radiatif, où nous avions vu qu'en termes de radiation, les régions équatoriales étaient excédentaires et les régions polaires étaient déficitaires. Et cette circulation thermohaline, elle est vraiment intéressante parce qu'elle permet justement de comprendre qu'il y a vraiment des échanges de chaleur entre ces zones équatoriales et ces zones polaires via justement toute une série de courants marins dont nous allons parler maintenant. Pour comprendre la circulation thermohaline, on va regarder un petit peu ce qui se passe en coupe. Donc ici, vous avez l'équateur sur la droite, les pôles, ici le pôle nord en l'occurrence, sur la gauche. D'accord? Et donc, nous l'avons vu, il y a une série de vents dominants qui vont des régions équatoriales vers les pôles, conditionnant ainsi des courants marins de surface. D'accord? Alors, il faut imaginer que le courant marin de surface qui part de l'équateur, il a une température qui est plutôt élevée et à mesure qu'il va s'approcher des pôles, la température de cette masse d'eau en mouvement va diminuer, ce qui est représenté ici par le dégradé de couleur. Lorsqu'il y a effectivement ce refroidissement des masses d'eau, ça va générer finalement un dégagement de chaleur dans l'atmosphère, donc qui va réchauffer, si vous voulez, l'atmosphère ambiante. On aura l'occasion d'y revenir parce qu'elle explique toute une série de choses que nous avons déjà vues. Lorsque l'eau arrive au pôle, elle est refroidie. Or, nous savons que lorsque de l'eau est plus froide, elle est plus dense et donc elle va quelque part être plus lourde et s'enfoncer. D'accord? Donc cette eau qui est devenue plus froide, plus dense, va s'enfoncer vers les profondeurs et va repartir dans l'autre sens. Lorsqu'elle va vers l'équateur, là, elle est dans un processus où elle va se réchauffer lentement. D'accord? Et de la même façon que les masses d'eau froide ont plongé lorsqu'elles étaient au pôle, à l'équateur, ces masses d'eau réchauffées vont remonter. D'accord? Cette remontée des eaux depuis les profondeurs, elle a un nom, on l'appelle upwelling, elle correspond à des remontées de nutriments et donc c'est effectivement des zones qui en termes de pêche sont assez intéressantes parce que elles correspondent à des zones où il y a vraiment une abondance de poissons qui est liée justement à cette remontée de nutriments. Donc voici la circulation thermohaline à l'échelle de la planète. Ce que vous devez vraiment visualiser, c'est que les courants qui sont représentés en rouge correspondent à des courants marins plutôt chauds et de surface, alors que les courants marins représentés en bleu correspondent à des courants marins qui sont plutôt froids et de profondeur. D'accord? Ce que vous devez vraiment voir, c'est imaginer vraiment la masse d'eau qui est en surface, qui arrive dans les régions polaires, qui plonge et qui va repartir vers l'équateur.
L'image représentée souvent de cette circulation thermohaline est celle d'un tapis roulant. D'accord? Donc avec un aller, si vous voulez, qui va vers le pôle, et puis un retour en fait qui se fait en profondeur. Donc cette image du tapis roulant, c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé pour permettre finalement de visualiser, de mieux comprendre ce système de circulation thermohaline dont le moteur est, je le rappelle, la température. Voilà donc le tapis roulant. Ce que vous devez vraiment comprendre, c'est que les deux circulations, donc celle de surface et la circulation thermohaline que vous voyez là, sont finalement imbriquées l'une dans l'autre. Donc ici, je vous remets la carte des courants marins de surface où j'ai mis en évidence les courants marins qui appartiennent bien à cette circulation thermohaline. On va maintenant s'intéresser à un courant marin en particulier, c'est le Gulf Stream. Donc ce Gulf Stream, c'est le courant marin qui va partir du golfe du Mexique pour rejoindre les régions polaires. Une fois arrivé dans les régions polaires, il va se refroidir et donc s'enfoncer, plonger et repartir dans l'autre sens. Pourquoi est-ce que ce Gulf Stream est si important pour nous, Européens? Je vais vous l'expliquer dans un instant. Donc là, ici, on schématise, si vous voulez, Gulf Stream. Et ce qu'on se rend compte, c'est que lorsqu'il va vers les régions polaires, j'en ai déjà parlé, il libère une quantité de chaleur dans l'atmosphère qui va participer au réchauffement en fait du climat, à rendre le climat de la région, ici c'est les côtes européennes en l'occurrence, beaucoup moins rude que ce que ça ne devrait être par cet apport justement de chaleur lié à son refroidissement. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sur la planète, la répartition des climats est ce qu'on appelle une répartition zonale. C'est-à-dire que les climats vont grosso modo s'organiser selon des bandes en latitude. D'accord? Cette organisation selon la latitude est liée au fait que la Terre est une sphère et que les rayons vont donc arriver plus ou moins inclinés et donc de manière plus ou moins intense à la surface de la Terre, créant des climats finalement qui vont être différents. Donc pour schématiser, de plus en plus chaud à mesure que l'on s'approche de l'équateur. Donc si on suit ce modèle de répartition zonale des climats selon la latitude, on doit se rendre compte que nous, dans nos régions, nous sommes à la même latitude que le nord du Canada et que donc, en toute logique, on devrait effectivement être avec des hivers extrêmement rudes comme c'est le cas dans ces régions-là. Or, justement, ce n'est pas le cas. Nous sommes avec des hivers qui sont beaucoup plus cléments que ceux qu'on rencontre dans le nord du Canada et cela est évidemment dû à cette énergie, cette chaleur qui est libérée par le Gulf Stream lorsque celui-ci amène donc la chaleur depuis le golfe du Mexique jusque dans les zones polaires. En s'approchant finalement de nos côtes, il libère cette énergie-là et nous permet finalement de connaître des hivers assez cléments comme ceux que nous connaissons. Mais voilà, ce Gulf Stream est menacé. Il est menacé par le réchauffement climatique. En effet, la hausse généralisée des températures va engendrer finalement un ralentissement de ce Gulf Stream, voire un arrêt total de ce Gulf Stream et des impacts positifs qu'il a sur notre climat. Et je vais vous expliquer dans un instant le mécanisme. Ce mécanisme va finalement être lié à la fonte de cette énorme calotte glaciaire, de cette énorme couche de glace qu'on trouve sur le Groenland, qui est l'île qui est mise en évidence ici. Lorsque la masse de glace qui est présente sur le Groenland va fondre, elle va libérer de l'eau dans la mer. Or, cette eau qui était de la glace est de l'eau douce, d'accord? Donc elle va modifier la salinité. Je vous ai parlé d'une circulation thermohaline, c'est-à-dire une circulation dont le moteur est à la fois la température, mais aussi la salinité. On a vu tout à l'heure qu'une eau plus froide est plus dense, une eau plus salée et plus dense également. Donc en diminuant la salinité parce que l'on ajoute finalement de l'eau douce dans de l'eau salée, on va alléger, si vous voulez, ces masses d'eau et donc
Et donc, lorsque le courant marin de surface va arriver dans les régions polaires, il va être quelque part mélangé à de l'eau qui est plus douce et donc il ne va pas s'alourdir. Il ne va pas pouvoir plonger dans les profondeurs et repartir dans l'autre sens. Ici, on est vraiment en face de quelque chose qui est un grain de sable dans le moteur thermo-halin, donc lié à la température et à la salinité de ce Gulf Stream. Donc c'est vraiment au niveau de la pompe, du moteur, qu'il y a un problème, car effectivement, cette eau n'est pas alourdie et donc elle n'a pas la possibilité de plonger, de repartir dans l'autre sens et d'animer tout le système. Et donc, on va se retrouver vraiment avec un Gulf Stream qui va être menacé par le ralentissement dans un premier temps et par l'arrêt. Et donc, quelles seraient les conséquences évidemment de l'arrêt du Gulf Stream? C'est évidemment quelque part que ces régions qui bénéficiaient d'une température plus élevée à cause du dégagement de chaleur de ce courant marin-là, ne subiront plus cette influence positive et donc seront avec des températures qui pourraient finalement être similaires à celles du Canada. Et donc quand on parle de réchauffement climatique, il faut bien se rendre compte que dans nos régions, ça n'est pas nécessairement synonyme de hausse des températures, mais que ça pourrait tout à fait être synonyme de justement des hivers beaucoup plus rudes qui seraient finalement similaires à ceux que nous retrouvons à des latitudes les mêmes que les nôtres.